Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask Stago. Je suis Cécile Ourquet et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Audrey Carlo. Aujourd'hui, nous évoquerons un sujet qui revient fréquemment autour du diagnostic d'exclusion de maladies thrombolytiques veineuses. Quel seuil choisir pour le dosage des dédimères utilisés dans ce contexte? Et nous accueillons aujourd'hui François Depasse pour discuter de ces sujets. François, tu es directeur du développement clinique chez Stago et sans doute le plus informé d'entre nous sur cette question. Bonjour à tous. Bonjour François, et pour commencer, une question basique. Qu'est-ce qu'un seuil, disons, usuel et un seuil clinique ajusté à l'âge et lequel est validé? Les dédimères sont des produits de dégradation spécifiques de la fibrine. Selon les phytochores et le calibrant utilisé, les résultats peuvent différer d'un réactif à l'autre. D'un côté, deux types d'unités sont utilisées et varient d'un kit à l'autre. Les unités dédimères, abrégées DDU en anglais, et les unités équivalent fibrinogène, FEU en anglais. Enfin, selon les fabricants, les résultats peuvent être exprimés en diverses unités gravimétriques, nanogrammes par millilitre, microgrammes par millilitre ou microgrammes par litre. Par conséquent, j'imagine qu'il est bien important de surtout connaître le seuil et l'unité dans laquelle est exprimé le résultat du test des dédimères qu'on utilise dans son laboratoire. Absolument. La plupart des tests sont validés pour l'exclusion de la maladie thromboembolique veineuse en combinaison avec un test de probabilité clinique. Ils peuvent être utilisés chez les patients à probabilité clinique faible ou modérée avec un seuil unique, le plus souvent 0,5 microgrammes par millilitre FEU, mais d'autres seuils ou unités peuvent être utilisés comme nous l'avons dit précédemment. Il est bien connu que les taux de dédimère augmentent avec l'âge. Ceci est notamment dû au fait que le vieillissement est associé à des comorbidités et à une inflammation, une situation dans laquelle le niveau de dédimère augmente. En conséquence, plus on vieillit, plus on a de chances d'avoir un taux de dédimère au-dessus du seuil d'exclusion, même en l'absence de thrombose. La spécificité des tests dédimères diminue donc à mesure que l'âge augmente, se traduisant par plus de faux positifs chez les patients plus âgés que chez les plus jeunes. François, si je comprends bien, cela signifie que la maladie thromboembolique veineuse sera moins souvent exclue chez les patients plus âgés que chez les patients les plus jeunes et que donc ces patients plus âgés auront plus souvent besoin d'un examen d'imagerie médicale supplémentaire. C'est tout à fait cela. Et c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à trouver des solutions pour faire baisser la proportion de faux positifs tout en gardant au test une excellente valeur prédictive négative. Ainsi, il a été proposé d'adapter le seuil d'exclusion de la maladie thromboembolique en fonction de l'âge. En utilisant un seuil propre à l'âge du patient, défini par l'âge du patient multiplié par 10 pour des résultats exprimés en nanogrammes par millilitre ou en microgrammes par litre, on augmente le seuil en fonction de l'âge. Le seuil d'exclusion passe ainsi par exemple à 750 nanogrammes par millilitre pour un patient âgé de 75 ans. Cette approche permet d'éviter un trop grand nombre de tests d'imagerie inutiles, l'exposition potentielle du patient à des rayonnements ionisants et à des produits de contraste, un retard de diagnostic et les coûts associés. À l'inverse, cette approche peut se traduire par une diminution de la sensibilité et donc la survenue de faux négatifs. Cependant, la proportion de faux négatifs reste très faible et le rapport bénéfice-risque est en faveur de l'application de ce seuil ajusté en fonction de l'âge, en particulier pour les tests de dédimère dont la spécificité est la plus faible. Pourtant, normalement, on dirait tout simplement à un client qui doit utiliser le seuil revendiqué de la notice du produit. Et si tel est le cas, ceci signifie qu'un laboratoire qui souhaite fournir une analyse des résultats pour l'exclusion de la MTEV, en utilisant un seuil ajusté en fonction de l'âge, doit le valider localement avant? Oui, et ce n'est bien évidemment pas simple de valider un tel seuil localement. En revanche, il a été publié que le seuil ajusté à l'âge n'améliorait pas nécessairement la spécificité du test de manière significative. C'est ce qu'a publié Gilles Pernaut en 2016. Et certains articles et recommandations parlent aussi d'un seuil ajusté à la probabilité clinique. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, il s'agit de travaux récents qui suggèrent que le seuil de décision pour les dédimères pourrait être différent pour des probabilités cliniques faibles à modérées. Et donc ici, on a la même logique que celle du seuil ajusté à l'âge, et certains groupes ont même publié qu'une combinaison du seuil ajusté à l'âge et du seuil ajusté à la probabilité pré-test préclinique permettrait d'obtenir une meilleure spécificité, c'est-à-dire un plus petit nombre de résultats faussement positifs, sans pour autant perdre en sensibilité et donc sans avoir le risque que des patients qui soient
manqué alors qu'il présentait une maladie thromboembolique. Alors effectivement, la Société européenne de cardiologie, l'ESC, indique dans ses recommandations publiées en 2019 que l'utilisation de ce seuil ajusté à la probabilité clinique devrait être envisagée pour l'exclusion de l'embolie pulmonaire. Cependant, là encore, les données soutenant cette pratique semblent n'avoir été générées qu'avec un seul kit de dédimère. Cela signifie que cette option doit être validée localement si elle est mise en place. Et existe-t-il d'autres seuils pour le dosage des dédimères, pour d'autres indications peut-être? Les dédimères peuvent avoir de nombreuses indications différentes. Ils peuvent par exemple être utilisés pour le calcul du score proposé par la Société internationale de thrombose et d'hémostase, l'ISTH, pour l'évaluation de la coagulation intravasculaire disséminée. En outre, depuis les travaux présentés par Gualtiero Palaretti en 2007, de nombreuses équipes utilisent également la mesure des dédimères pour évaluer le risque de récidive chez un patient après un premier événement thromboembolique idiopathique à l'arrêt du traitement anticoagulant. Ah oui, dans ce contexte, c'est pour éviter de maintenir inutilement le patient sous traitement anticoagulant et ainsi l'exposer quelque part à un risque d'hémorragie, mais aussi éviter la récidive chez les patients à risque et donc bien les maintenir anticoagulés. Mais j'imagine que cela n'est pas vraiment validé pour tous les tests dédimères. Et non, cela n'a pas été validé d'un point de vue réglementaire pour quelque test que ce soit. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, cette indication n'est revendiquée par aucun fabricant. Et existe-t-il d'autres applications pour le dosage des dédimères? Oui, quelques-unes. Et évidemment, depuis le début de la pandémie de Covid-19, de nombreuses équipes ont aussi publié des données avec ce paramètre, mais avec des usages et des seuils assez disparates pour le moment. Et là, nous revenons aussi à ta première affirmation au début de ce podcast. Comme ces travaux ont été obtenus avec différents tests de dédimère, il n'y a pas qu'un seul test de dédimère, mais plusieurs, et donc les résultats sont à prendre pour l'instant avec des pincettes. Merci François pour tes explications. Il est temps de terminer cet épisode. Vous trouverez les références bibliographiques dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre plateforme favorite de podcast ou YouTube. Vous pouvez aussi nous contacter à ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer le prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Ce podcast vous est proposé par Stago. Diagnostics is in our blood.